Mignola. Bonjour, Jean Wittenberg. En tant que chef de l'un des piliers de la majorité, je le disais, est-ce que vous approuvez la décision prise par le gouvernement de maintenir le statu quo, de ne pas reconfiner? Pourquoi l'Allemagne, qui a une moyenne de 8000 cas par jour, c'est presque 3 fois moins qu'en France, garde-t-elle son confinement jusqu'au 7 mars? Ça veut dire qu'Angela Merkel est trop prudente, par exemple? Non, c'est parce que le bon critère, c'est celui du nombre de personnes en réanimation. Aujourd'hui, on est à 3300, 3400, on sait tenir. Et tant qu'il faut tenir, il faut en rester à cette décision courageuse du président de la République. Ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, il faudra reconfiner, comme les pays d'Europe, effectivement, nos voisins. Et puis, si ça marche, peut-être que tant mieux pour tout le monde, et ça montrera que l'intelligence collective, la vigilance, les solidarités, ça fonctionne dans la société. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il faudra reconfiner. Vous savez ce que disent de nombreux médecins? Si on reconfinait maintenant, sur une durée courte, mais de façon stricte, eh bien on éviterait peut-être ces mesures qui sont quand même toujours présentes, le couvre-feu à 18h, la fermeture des bars, des restaurants, des musées, pour de longues semaines, voire de longs mois. Est-ce que ça ne serait pas la meilleure solution? Oui, j'entends bien la prudence de certains scientifiques, et puis je l'entends beaucoup dans l'opinion publique. Mais il faut qu'on fasse attention les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on reconfinerait pendant 4 à 6 semaines que la vie redeviendrait normale automatiquement après. La vie redeviendra normale quand on aura réussi à immuniser la population générale dans le monde grâce à la vaccination. Alors malheureusement, l'industrie pharmaceutique ne peut pas fabriquer 12 milliards de doses en un mois ou deux. C'est toute la difficulté dans laquelle on est. On est dans une course de vitesse face au virus, face à ces variants éventuels. Avançons comme ça, mais ne nous disons pas que le confinement serait une sorte de purge. Et puis une fois qu'on aurait purgé, ça redeviendra normal. Non, c'est le vaccin qui sera la vraie barrière. Solution, selon le gouvernement et sa majorité que vous représentez. Je le crois, et tant qu'on peut tenir, tenons ensemble. Alors, vous êtes député de la Savoie, qui est un département très touché par la situation actuelle, puisque toutes les stations de ski ne sont pas fermées, mais sont privées de remontées mécaniques. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà une idée du manque à gagner? Par exemple, quelle est la fréquentation pendant ces vacances scolaires qui ont commencé la semaine dernière? Ce que me disent mes amis moniteurs de ski, parce que c'est à travers eux qu'on voit le mieux la fréquentation, et qui en souffrent beaucoup également, c'est 5 à 7% de fréquentation dans les stations. C'est-à-dire on n'a pas encore de chiffres consolidés. 95% de baisse, en gros, par rapport à une saison normale. D'abord, vous n'avez pas le public étranger, naturellement. Les frontières sont fermées, les déplacements sont très restreints. Donc, vous savez, les étrangers, ça représente dans les stations de sport d'hiver, que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées, partout en France, de 30 à 70% de fréquentation. Et puis, vous avez moins de fréquentation de la part des Français qui, effectivement, ont envie de venir au ski alpin quand ils viennent à la montagne, même si on a beaucoup de ski nordique qui s'est développé, même si on vient quand même à la montagne, parce que la montagne reste ouverte pour y prendre l'air pur. Enfin, 5 à 7% de participation, plutôt de présence aujourd'hui. Les professionnels de la montagne ne comprennent pas cette décision d'avoir fermé les remontées mécaniques. Vous les connaissez, vous en avez parlé, mais qu'est-ce que vous leur répondez? Par exemple, en Lombardie, qui est une région frontalière de la France, en Italie, on va rouvrir les stations et les remontées mécaniques le 15 février. Pourquoi ne fait-on pas la même chose en France? La situation est un peu différente en Italie, puisque vous le savez, l'Italie est fermée depuis quasiment 1 an sans discontinuer. Moi, j'ai une fille qui habite Milan et qui, depuis février 2020, qu'est-ce que vous répondez aux professionnels? Ça a été fermé. Aujourd'hui, le travail avec les professionnels, c'est plutôt un travail sur les mesures de soutien. Ils sont très responsables. Évidemment que c'est un traumatisme psychologique très lourd. On ferme des remontées mécaniques. C'est pas parce qu'on prend le virus sur une remontée mécanique. C'est parce qu'ensuite, le soir, on va se retrouver dans des studios qui sont pas très bien aérés, parce que forcément, si vous êtes à la montagne, il fait froid, donc vous ouvrez pas les fenêtres. Donc c'est là que le virus peut éventuellement être diffusé. En fait, la décision, je pense, si la situation venait à s'améliorer, et espérons-le, ça pourrait être éventuellement de réouvrir des remontées mécaniques. Mais dans ce cas-là, il faut laisser les professionnels faire le choix. Parce que dans certaines stations, réouvrir pour 15 jours, 3 semaines, c'est peut-être parfois perdre plus d'argent juste en essayant de tout réouvrir dans de bonnes conditions que de rester fermé. Donc, s'il y a la possibilité de le faire, moi je crois qu'il faut le faire. Parce que ce sont les petits acteurs économiques qui en souffrent le plus, ceux qui font les petits jobs, qui sont polyactifs et qui complètent leur salaire à travers une activité à la montagne. Sinon, si on sent que ce serait nous mettre encore plus en difficulté à rajouter de la perte financière à la perte financière, ne le faisons pas. Alors un autre sujet, celui du séparatisme. On a assisté, on le voyait dans le journal, à un débat vif hier entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Vous y étiez d'ailleurs, sur le fond. Est-ce que vous êtes satisfait que Marine Le Pen n'exclue pas quand même de voter la loi du gouvernement sur le séparatisme? Ça prouve selon vous que cette loi va dans le bon sens? Vous savez, je pense que cette loi, d'abord, ce n'est pas une loi contre les religions, c'est une loi contre les fanatismes. Et c'est une forme d'actualisation, 100 ans après les premières lois, plus de 100 ans, les lois de 1903, 1905, 1907, qui étaient l'honneur de la République,
de poser liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. C'est une façon de l'actualiser par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport au monde du numérique, par rapport à l'évolution des écoles hors contrat. Mais c'est une loi qui évidemment durcit face à l'intégrisme. la procédure aujourd'hui en cours, puisque Marine Le Pen elle-même n'exclut pas, elle l'a dit hier sur le plateau de France 2, de la voter. Oui, alors je ne sais pas si elle la votera ou si elle ne la votera pas. En tout cas, pour se faire une idée, il faudrait qu'elle vienne un peu plus souvent en hémicycle. Ouais. Alors j'entends bien que vous l'invitez sur vos plateaux et qu'elle ne peut pas toujours être là, mais enfin ça fait 3 semaines qu'on travaille sur le sujet et on l'a assez peu vu. Donc d'abord, il faut qu'elle regarde le texte. Moi, je pense que tout responsable politique aujourd'hui devrait travailler sur ce texte et soutenir ce texte parce que ce n'est pas un texte d'une majorité ou de certaines oppositions. C'est un texte qui, avant tout, redit la règle qui est celle de notre pays, en France, dans le cadre républicain. La loi protège la foi, mais ce n'est pas la foi qui fait la loi. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon a-t-il tort de dire que ces deux personnalités, hier, Gérald Darmanin et Marine Le Pen, sont finalement d'accord sur l'essentiel, sur cette loi en tout cas, qui vise à stigmatiser, selon lui, les musulmans? Est-ce que beaucoup d'entre eux, en tout cas, ne ressentent pas ce sentiment aujourd'hui par rapport à cette loi sur le séparatisme? Il peut y avoir, chez un certain nombre de nos compatriotes de confession musulmane, une gêne en se disant mais est-ce que cette loi est faite contre nous? Donc il faut le dire clairement, cette loi n'est pas faite contre les musulmans dans notre pays. Au contraire, c'est une loi qui protège toutes les pratiques religieuses, qui respecte toutes les croyances, parce que la dimension spirituelle, ça compte dans l'unité d'un homme. Mais en revanche, on considère que ce n'est pas la loi. Et surtout, ce n'est pas le dévoiement de la foi, ce n'est pas l'intégrisme, le fanatisme qui doit décider de la façon dont nous vivons et la façon dont vivent nos enfants. Alors, il y a un autre débat qui a été évoqué hier, c'est celui de la proportionnelle. Il ne passionne pas encore les Français, mais il va surgir dans les prochains mois, puisque vous êtes un défenseur de ce mode de scrutin. Vous estimez qu'il devrait être mis en place dès les prochaines législatives, en 2022. Or, pour l'instant, le gouvernement dit oui, mais rien n'est fait. Qu'est-ce qui vous fait penser que cela pourrait être réalisé alors qu'il reste 15 mois avant la prochaine élection? D'abord, François Bayrou, qui a relancé ce débat la semaine dernière, a réussi à remettre cette question au cœur du débat public. Mais c'est une priorité? Qu'est-ce qui nous permet? Vous savez, la priorité aujourd'hui, les sanitaires, ce sont les conséquences économiques et sociales, c'est l'urgence climatique. Pour autant, quand je dois voter dans un hémicycle des mesures exceptionnelles d'état d'urgence sanitaire, je me dis qu'il faudrait que cet hémicycle soit plus représentatif des différentes sensibilités politiques. Quand vous avez des décisions difficiles à prendre, qu'il vous faut ensuite prendre des mesures qui sont parfois restrictives de liberté pour les Français, si l'hémicycle ressemblait un peu plus au pays, je pense que le pays comprendrait mieux, accepterait mieux. Mais les détracteurs de la proportionnelle vous opposent que dans les pays où elle est en place, par exemple en Italie, on a souvent des majorités ingouvernables, des alliances contre nature, alors que la France connaît une stabilité depuis que le scrutin majoritaire est institué sous la Ve République. Alors, vous savez, la vraie proportionnelle ingouvernable, c'est la proportionnelle intégrale, celle qu'on peut connaître en Italie ou celle qu'on peut connaître en Israël. Les propositions que nous faisons, c'est d'avoir une proportionnelle qui soit la même dans tout le pays, ce serait l'idéal, ou avoir une dose de proportionnelle. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir une proportionnelle qui s'applique partout dans le pays pour que les Français se sentent tous représentés. Mais avec un seuil à 5% de représentation. Et finalement, la dernière fois qu'on a utilisé ce système, c'était en 1986, et il a dégagé précisément une majorité. On vous a entendu ce matin. Merci Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée. Suite de Télématin, Laurent Bignola, c'est à vous.